Pontoise, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Nous sommes le 19 juin 2015. Dans la cité judiciaire du Val d'Oise s'ouvre un procès incroyable. Ici est attendu un accusé qui risque la perpétuité. Dans le box, un artisan du bâtiment qui aurait tué par vengeance. C'est un homme de 64 ans. Beaucoup le considèrent comme un monstre, ce que refuse d'entendre sa défense. Il ne correspond pas au personnage totalement abject que d'aucuns, pas tous, mais que d'aucuns essayent de brosser. La victime s'appelait Maëva Rousseau, une esthéticienne de 23 ans battue à mort sous les yeux de Lorenzo, son bébé de 13 mois. Un crime barbare. Trois ans après les faits, les proches de Maëva viennent soutenir la famille endeuillée, une famille qui va réentendre les moindres détails de la tuerie. C'est une épreuve terrible pour les parties civiles. Alors c'est toujours très difficile de préparer des parties civiles à un procès parce que par la force des choses c'est un moment très compliqué à vivre. Et surtout qu'il faut savoir que dans cette affaire, la mère, le père et deux des frères de Maëva sont tout de suite arrivés sur la scène de crime. Donc il y a cette première étape qui est très difficile. Le plus étonnant, le mobile du crime. Pour la presse, c'est du jamais vu. C'est un crime commis par un homme qui s'est auto-persuadé qu'il y avait un coupable, un responsable à la mort de son fils. En fait, on s'aperçoit en regardant ce dossier que ça n'a pas existé. Et donc, c'est le procès de l'absurde. Ça fait 38 ans que je fais ce métier. Je pense que c'est la première fois que je vois une telle configuration qui repose sur rien. L'assassin présumé ne comparaît pas seul. Son ex-épouse, elle aussi, est accusée. Cette femme, qui refuse que l'on montre son visage, se présente libre. Son rôle dans l'affaire reste une énigme. Avant l'audience, tout le monde se pose la même question. Qui des deux époux a réellement voulu la mort de la jeune femme ? C'est dans le Val d'Oise, vers minuit, à 70 km de Paris, que s'est déroulé le crime. Il est 23 h, nous sommes le samedi 7 avril 2012. Maëva et son fils Lorenzo se couchent à l'étage de leur petite maison de Chérence. Durant la soirée, ils ont guetté le retour d'Alan. Mais le jeune papa, qui travaille dans la restauration, devrait rentrer tard. Ce soir-là, il est retenu sur une cérémonie de mariage. Alors il prévient sa compagne. On converse depuis le début de la soirée et via des SMS. Et voilà, j'ai envoyé un message, il me semble qu'il était minuit 50, pour lui dire que j'allais rentrer beaucoup plus tard et que je serais là vers 2h30, 3h du matin. Ce dernier message, Maëva n'y répond pas. C'est un silence qui n'alerte pas vraiment Alan. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, elle doit dormir. Mais ce qu'ignore encore le jeune homme, c'est que derrière ce silence se cache un drame. 2h43, j'arrive devant ma porte, elle est fermée, mais pas à clé. J'entre, là, il n'y a pas de lumière dans la maison, la télé n'est pas allumée, ce qui est un peu assez bizarre. Parce que Maëva a l'habitude de laisser la lumière et la télé allumée pour faire une présence, en fait. J'entends mon fils tout de suite en rentrant qui pleure, mais des pleurs inhabituelles. On connaît les pleurs de son enfant quand il a faim, quand il faut le changer. Et vraiment là tout de suite, du coup, je monte dans notre chambre, dans la mezzanine. Et là, je découvre le corps de ma femme, Maëva, allongé, avec du sang partout dans la pièce. Je suis très paniqué, en fait, avec mon fils, avec le bras droit qui était sous elle. J'appelle tout de suite le 18, très paniqué. Je ne sais pas ce qui arrive. Voilà, il y a le lit parapluie de mon fils qui est juste derrière elle, qui est recroquevillé. Je me dis, elle est tombée, elle s'est sur la tête, elle s'est fracturée, il y a du sang partout. Là, du coup, les médecins, les pompiers en tout cas, me disent de faire des massages cardiaques, du bouche à bouche, ce que je fais, tout en sachant bien pendant que je fais le bouche à bouche que j'ai l'intime conviction au fond de moi qu'elle n'est plus là, parce que je prends le pouls, il n'y a plus de pouls.
Je fais du bouche à bouche, l'air ne rentre plus et reste bloqué au niveau des joues. Les équipes de secours interviennent et tentent le tout pour le tout. Mais il n'y a plus rien à faire. La jeune maman est déclarée morte à 3h30 du matin. Mais quelle est la cause du décès? Pour les secouristes habitués à intervenir sur des accidents domestiques, ce qu'ils voient ce soir-là n'a vraiment rien d'habituel. Maître Cathy Richard est l'avocate du jeune père. Immédiatement, on est obligé de se rendre compte que c'est pas une chute. C'est pas une chute. Il y a du sang partout et effectivement, il y a du sang, mais il y a du sang sur les murs. Il y a des marques au plafond et surtout, elle a le crâne qui a été visiblement explosé à coups d'objets contondants. Donc immédiatement, les services de police, immédiatement les services de gendarmerie sont alertés, arrivent et on bloque une scène de crime. Sa maison devient une scène de crime. À l'aube, les experts de la gendarmerie prennent en charge les investigations. Le corps de Maëva Rousseau est transféré pour autopsie et les premières intuitions des secouristes sont confirmées par le légiste. Il y a de très nombreux coups, très nombreux coups qui ont été portés avec une très grande violence. Principalement à la tête. Donc effectivement, le crâne a été pulvérisé. Mais également dans le dos. On voit sur le dos de Maëva les traces bien marquées. Elle a tenté de se défendre, de se protéger, ce qui a blessé sa main. Et puis ensuite, elle s'est tournée pour essayer de protéger son petit. Autre information relevée lors de l'autopsie, il n'y a pas de traces d'agression sexuelle, ce n'est pas un violeur qui a tué. Les enquêteurs perquisitionnent le domicile du jeune couple et un détail attire leur attention. Le sac à main de Maëva a disparu, c'est un élément qui relance l'hypothèse d'un crime de rôdeur. Maëva a-t-elle été victime d'un cambriolage qui aurait mal tourné? C'est une hypothèse qui ne tiendra pas longtemps, car le lendemain, des promeneurs vont retrouver le sac de Maëva sur le parking du Moulin de Fourges. C'est un restaurant situé à quelques kilomètres de Chérences. Le même jour, c'est son portefeuille qui sera découvert sur les berges d'un canal. Une conclusion s'impose désormais aux gendarmes. Maëva n'a pas été tuée par un voleur, car le sac à main et le portefeuille sont intacts. L'argent n'a pas été dérobé. Retour donc à la case départ. Avec une question, qui a tabassé à mort la jeune femme? Était-elle la cible ou bien était-ce son compagnon? Et si c'était le couple? Car il existe dans leur intimité une plausible explication à ce massacre. Bréélu, c'est ici, dans ce petit village du Vexin français, à 70 km de Paris, que Maëva Rousseau grandit, dans un décor de campagne. Pour la petite dernière de la fratrie, c'est une enfance heureuse et sans nuages. J'ai l'impression que les oiseaux viennent manger mes fleurs. Pour Graziella, sa maman, la naissance de Maëva reste l'une des plus belles surprises de sa vie. Elles ont soif, mes petites fleurs. Une fois qu'ils seront bien, je les couperai et je les amènerai à Maëva. C'était ses fleurs favorites. Voilà. Quand j'ai su que c'était une fille, ah oui. Mais tout en ayant quand même des doutes. Hein. J'ai dit, ça se trouve, ils se sont trompés, ça se trouve, ils se sont trompés. Alors, c'était une fille, ouais. Mais j'y croyais pas trop. J'y croyais sans trop y croire. Mais c'est vrai que... En fait, c'est comme si je respirais. J'avais toujours pas de prénom. Le prénom est arrivé vraiment in extremis pour la naissance. La nuit, je me levais même pour voir si elle respirait. Je me penchais sur le berceau. J'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. C'était trop beau d'avoir une fille. Après le crime, Emmanuel, le grand frère, culpabilise. Car depuis des années, il a toujours tout fait pour protéger sa petite sœur.
Moi, je suis l'aîné de la famille, hein. Je suis le protecteur, surtout de elle, c'était ma petite sœur adorée. C'était une petite fille adorable, elle a grandi avec ses frères, hein. Pas toujours facile, et donc elle a pris notre caractère. Elle avait son caractère, elle était un peu dure, elle aimait bien s'amuser avec nous, elle aimait bien déconner. Un peu un garçon manqué, mais féminine, très féminine. Michel, la confidente de Maëva, ne comprend absolument pas ce qui a pu arriver à la jeune coiffeuse qu'elle a prise sous son aile. Maëva, c'était une lumière, hein. C'était quelqu'un qui... c'est une très jolie fille, en plus issue d'un milieu modeste et qui voulait s'en sortir. Donc elle faisait 4 heures de transport, c'est pas 5 pour venir travailler à la Saint-Cloud. À 19 ans, elle était déjà mûre, c'était déjà une femme. Donc c'était pas... je la voyais pas trop s'amuser. Il y avait beaucoup de maturité chez elle. Vous savez, les gens qui ont du courage, les gens qui ont de la force, ça se voit, elle illuminait. Hein. À 20 ans, Maëva choisit l'homme de sa vie. C'est Alan, un garçon du village avec qui elle a grandi. On était à l'école ensemble et à 7 ans, comme beaucoup d'écoles et beaucoup d'enfants, on a un spectacle de fin d'année et du coup j'étais son prince et c'était ma princesse. Voilà, c'était très mignon, on est enfant, insouciant. Après on s'est rencontrés quand on avait 14 ans. Et voilà, ces petites amourettes de jeunesse, on est restés 6 mois ensemble. C'est vraiment la première fois où on s'est bécoté. Donc c'était très jovial, c'était vraiment les vraies jeunesses en fait. Et moi je me rappelle un matin donc, au centre de coiffure, elle vient me voir, toujours dans la réserve bien sûr. Et puis, donc, on est en train de manger toutes les deux. Puis elle me dit, oui, donc, tu sais, ça y est, je suis avec Alan. Tu sais, je t'ai parlé de ce garçon. Et donc, j'étais très contente parce qu'apparemment, c'était quelqu'un de très bien. C'était assez romantique, hein. C'est-à-dire que, voilà, Maëva m'a raconté une histoire d'amour romantique. On avait l'impression, effectivement, c'était une histoire d'amour qui se construisait. 1 an après le début de leur idylle, un événement va venir sceller le destin de ce jeune couple. On est parti en vacances en juin de 2010 et en partant en vacances, Maëva se sent pas bien, a des nausées, donc du coup la chose la plus évidente c'est de faire un test de grossesse et là du coup on apprend qu'elle est enceinte du petit bout de chou Lorenzo en fait. J'ai tout de suite pensé que Maëva allait être une bonne maman. Quelques mois plus tard, leur fils, Lorenzo, vient au monde. Et la famille s'installe dans une petite maison de gardien à Chérence, un village voisin. C'était super, hein. Quand on a son premier enfant, j'ai assisté à l'accouchement, c'est quelque chose de merveilleux. Et la naissance de son enfant est merveilleuse. Puis elle était, on voyait bien, elle était épanouie avec le petit, elle était superbe. C'était vraiment un bébé désiré pour elle, Pour elle, c'était un bébé de l'amour. Avoir Lorenzo dans sa vie, ça l'a vraiment équilibré, ça l'a épanouie, elle était épanouie. Son fils, c'était toute sa vie. Un enfant, certes, mais aussi des projets. Avant le meurtre, Maëva rêve de se lancer dans la manucure. Et donc, elle allait déménager, ils avaient trouvé une nouvelle maison, elle allait commencer une nouvelle activité professionnelle. Tout allait bien, elle avait son petit enfant qui grandissait bien, elle avait son compagnon. Elle était en phase de concrétiser tout ce qu'elle voulait vraiment. Dans la maison où ils devaient déménager, elle avait déjà prévu le petit salon. Où est-ce qu'elle aurait fait son petit salon de manucure, d'esthétique. En plus du store, elle avait fait ses flyers aussi. Hein. Ils étaient tout près, ces flyers. Et puis tout ça, ça tombe à l'eau. Maëva sera tuée 3 semaines avant son déménagement. Une jolie jeune femme qui savait que son compagnon flirtait avec l'illégalité. Dans le passé du couple, les gendarmes en effet découvrent un mobile criminel. Derrière la famille idéale, il y a une ombre au tableau. Alan a déjà eu des ennuis avec la justice. Un matin, elle vient me voir, elle me dit « Michel, tu sais que Alan est en garde à vue ?» Alors moi, je suis tombée des nues. J'ai dit « Comment ça Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc elle m'a raconté qu'il avait été arrêté par la police à cause des stupéfiants.
Donc il avait apparemment trafiqué de la drogue. Alors, et elle n'était pas contente. Elle me dit « je ne veux pas de ça, il va falloir arrêter tout ça ». Elle n'était pas d'accord avec ça. Elle était très en colère. Et elle m'a dit « tu sais, il avait 5 000 €, il voulait me racheter une nouvelle voiture. » Et je lui ai dit « non, je ne veux pas de cet argent sale ». Donc elle a refusé les 5 000 € alors qu'elle gagnait pas énormément à l'époque. Il ne fallait pas qu'il y ait de grain de sable dans cette vie. Dans cette vie, il fallait tout protéger. Il fallait qu'elle protège son histoire d'amour. Il fallait qu'elle réussisse absolument. Absolument. Elle était exigeante envers elle-même et envers les autres aussi. Maëva gênée. Aussi, Maëva gênée dans le fait du trafic. Et donc, déjà, elle empêchait Alan de continuer. Et quand des fois Alan devait sortir pour aller voir un pote qui voulait de la drogue, tout ça, elle l'en empêchait. Et elle n'était pas tellement appréciée de ce côté-là par certains amis, pourtant d'enfance, de l'école, qui ne voulaient pas qu'elle empêche Alan de continuer son business. Et surtout de les fournir. La famille de Maëva se demande alors si le trafic de cocaïne d'Alan n'est pas l'explication du crime. On pensait plus à une histoire de drogue. Genre, tu payes pas, tu nous dois de l'argent, et ben voilà un avertissement. La prochaine fois, ça pourra être toi ou petit ou autre. C'est ça notre scénario à nous dans un premier temps. Ce petit trafic d'Alan que personne n'ignorait, c'était l'occasion rêvée de faire de lui le coupable idéal. Un coupable idéal qui, pourtant, désarçonne les gendarmes. C'est moi tout de suite qui ai dit, voilà, je fais un petit trafic de stupéfiants, très localisé, avec des personnes de bonne société. Donc voilà, tel fournisseur, tel client, et tout de suite, il n'y a aucune raison, si vous préférez. Il n'y a aucune raison. Donc je le sais très bien, c'est pour ça que ça ne pose pas de problème. Mais les gendarmes ne croient pas à cette piste, parce que, en fait, la maison n'a pas été retournée. On a pris le sac à main de Maëva, c'est tout. En fait, si on regarde cette scène de crime, on se rend compte qu'il y a vraiment un but poursuivi, c'est Maëva. La maison n'a pas été retournée, comme dans les cas de règlement de compte, il n'y a pas de menace autour, il n'y a rien. Donc, même si les gendarmes creusent un peu cette piste, on se rend compte rapidement qu'en réalité, effectivement, ça concernait quelques personnes du village et qu'il n'y avait pas, entre guillemets, il n'y avait pas un gros trafic, il n'y avait pas de dette, il n'y avait pas de risque que ça vienne de là. À la suite de cette révélation, Alan sera condamné pour trafic de stupéfiants, mais mis hors de cause dans l'assassinat. Mais alors, qui a tué ? Les gendarmes découvrent qu'Alan et Maëva, 6 mois auparavant, ont déposé plainte pour menaces de mort. Des menaces proférées par Enda et Alain Berruet. C'est un couple de sexagénaires d'un village voisin. Le mari est le meilleur ami du père de Maëva. Leur emploi du temps est alors vérifié. Alain Berruet a un alibi. Le soir du crime, il a dîné chez des amis et il a regagné son domicile. Son épouse, qui a passé la soirée seule chez eux, confirme. Les gendarmes perquisitionnent leur domicile et collectent les vêtements que l'homme portait ce soir-là, mais il n'y a aucune trace de sang. De plus, ni son ADN, ni ses empreintes digitales ne sont retrouvées sur la scène de crime. Ils repartent libres. Reste l'enquête de voisinage. Ce qui est incroyable, c'est que dans ce tout petit village de Chérence, et à minuit passé, au mois d'avril, pas au mois de juillet-août, eh bien, on va avoir quand même 2 témoins oculaires qui vont pouvoir dire que cette nuit-là, ils ont vu quelque chose d'inhabituel. Le premier, c'est un témoin très fiable. Il est médecin, il est jeune, il revient de chez ses parents, qui habitent aussi le même village, donc il est à pied, avec sa petite fille dans sa poussette. Et il explique que son œil est attiré par un homme avec une attitude bizarre à côté d'une fourgonnette. Il explique que cet homme a une attitude bizarre parce qu'il a des gants Mappa en caoutchouc aux mains
et qu'il a l'impression que quand lui s'approche, l'homme essaye de camoufler son visage. Donc ça attire son attention en fait, plutôt qu'autre chose. Il dit mais tiens, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à un moment peut-être qu'il urine. Et donc ça attire son attention. Ce qui fait que quand ce médecin sera entendu, il a une mémoire photographique exceptionnelle, puisqu'il va décrire le véhicule très précisément, la plaque de ce véhicule, et il va même se souvenir des chiffres et des lettres de cette plaque d'immatriculation, avec un sur lequel il doutait et qui effectivement sur lequel il se trompait. Mais sinon, donc c'est un témoignage qui est d'une particularité, c'est un témoignage qui est d'une particulière précision, exceptionnelle précision. Un homme avec des gants roses en pleine nuit, et ce n'est pas le seul témoignage. Puis on va avoir un deuxième témoin dans ce village de Chérence, cette nuit-là, qui rentre chez lui avec sa femme et qui lui reconnaît Bervet. Lui, il le connaît, donc il dit cette nuit-là, moi j'ai vu Bervet, effectivement, qui était au volant de son estafette et il roulait tout feu éteint. En suivant le trottoir, il roulait tout feu éteint, ça m'a paru bizarre. Je suis formelle, c'est bien lui, c'est cette nuit-là. Lorsque finalement le faisceau d'indices est en train de se regrouper autour de Enda et Alain Bervet, les enquêteurs décident de les mettre sur écoute. Et là... C'est en écoutant ce couple de sexagénaires que les gendarmes obtiennent une piste, car l'épouse Enda va trahir son mari lors d'une conversation téléphonique. Alors, dans les écoutes, c'est surtout Enda qui parle. Elle parle à une de ses amies, notamment. Et on sent qu'elle va commencer à livrer des éléments sur cette nuit-là. Elle va expliquer qu'elle l'a vu, Alain, cette nuit-là. Qu'elle l'a vu et qu'il avait une attitude bizarre. Et qu'elle a vu et qu'il avait le sac à main. Ah, il avait le sac à main de Maëva. Il a posé le sac à main de Maëva sur la table en lui disant, voilà, ça y est, maintenant. Voilà. Tu vois, je l'ai fait. Et c'est ce sac à main qui avait disparu de la maison de Maëva, dont l'assassin s'était débarrassé au cours de la nuit du crime. Ils ont ces écoutes téléphoniques et là, c'en est trop. Ils ont suffisamment et les gendarmes donc procèdent à l'interpellation de Enda et Alain Bervet. Interrogé, le mari, qui vient de perdre son fils il y a quelques mois, passe rapidement aux aveux. Et il va raconter comment, cette nuit-là, il a tué la fille de son meilleur ami. Voici sa déclaration. Selon mon client, qu'au sortir du dîner où il était chez des amis avec son plus jeune fils, il va au cimetière. Il se met en tenue pour nettoyer la tombe de son fils. Et les bottes et les gants de ménage, c'est quelque chose de systématique. Après avoir nettoyé la tombe de son fils disparu, l'homme est pris d'un véritable accès de rage. Il reprend la route en direction du domicile d'Alan et Maëva. Et sur place, il s'arme d'une batte de baseball, une batte qu'il conserve toujours dans sa camionnette. Il pénètre sans difficulté dans la petite maison car la porte d'entrée n'est pas fermée. Il grimpe à l'étage où dorment la mère et l'enfant. Maëva se réveille, le reconnaît. L'homme la massacre, des gestes reproduits lors de la reconstitution. Elle a eu le crâne, le mot est peut-être, non, le mot n'est pas fort, fracassé, qu'elle a reçu au moins 12 coups. L'assassin emporte avec lui le sac à main de sa victime avant de regagner son domicile. À son retour, il montre le sac à sa femme et lui aurait dit « C'est fait, c'est Maëva ». Puis il se débarrasse du sac, des gants et des bottes. La batte de baseball sera, elle, brûlée le lendemain dans sa cheminée.
Lorsque le nom de l'assassin est enfin révélé, c'est un nouveau choc. Le village de Bray-Élu se réveille en apprenant que le meurtrier de Maëva est l'un des siens. C'est même un intime du père de la victime. Ils nous le disent et puis on essaye, quoi. Vous êtes tétanisé en fait. C'est comme une déflagration. Hein. Vous sentez une déflagration dans votre corps et je me suis mise à crier. C'était l'horreur. On se dit c'est pas possible. Parce qu'on pense au mal, le mal qu'on lui a fait, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Et on culpabilise. On culpabilise parce que, en fait, moi, quand elle m'avait dit qu'elle était menacée de mort, mais je dis, mais c'est de là, Maëva, de là à passer à l'acte. Moi, ce que je lui ai dit. Et quand vous apercevez que ces gens-là sont passés à l'acte, il y a énormément de culpabilité chez vous. On ne se pardonne pas. J'ai eu un ressenti, même plus de tristesse, mais de haine, de colère et d'impuissance, de frustration du fait de ne pas avoir pu prendre soin de ma sœur, du fait de ne pas aller venger ma sœur. Et tout ça en même temps, tous ces sentiments mélangés, ça m'a attristé profondément et je garde encore aujourd'hui le sentiment de frustration et d'impuissance vis-à-vis de l'assassin de ma sœur. Maître Lachenot nous explique à quel point cette terrible nouvelle a complètement détruit le père de Maëva. Le père de Maëva, il a vraiment le sentiment d'une trahison. Celui qui a massacré ma fille à coups de batte de baseball, je l'ai fréquenté au quotidien. Et ça, je pense que ça a été très dur pour le père de Maëva. De fait, durant toute l'enquête, le père de Maëva est en permanence questionné par l'assassin de sa fille. Il va soutenir son ami, le père de Maëva, au quotidien. Il va pas hésiter à lui dire « T'inquiète pas, on va retrouver celui qui a fait ça à ta fille ». Il va également s'interroger régulièrement sur l'évolution de l'enquête. On va se rendre compte que c'est intéressé, savoir est-ce que tu sais, il paraît qu'on a retrouvé le sac de Maëva, est-ce que tu sais s'il y a de l'ADN ? Ah bah tu sais s'il a été retrouvé dans l'eau, il n'y aura jamais d'ADN, etc. Mais pourquoi le tueur, qui passait tout son temps aux côtés du père de la victime, s'est-il déchaîné sur la jeune femme ? Aux gendarmes, il va expliquer qu'il a vengé Rodolphe, son fils, disparu 8 mois plus tôt dans un accident de voiture très singulier. Nous sommes le dimanche 21 août 2011. Il est 22h30. Sur la route, Rodolphe, 23 ans, file dans la nuit. Il a bu, il conduit très très vite. Ce soir-là, il veut avoir une explication, comme on dit, avec ses amis, Alan et Maëva. Mais à la sortie d'un virage, le jeune homme perd le contrôle du véhicule. C'est l'accident. Quelques minutes plus tard, Rodolphe décède, malgré l'intervention des secours. Rodolphe, comme Alan et Maëva, se sont connus en fait sur les bancs de l'école. Et c'est une complicité qui a duré pendant des années. Rodolphe et moi, on est amis depuis une dizaine d'années avant qu'il décède. Hein, donc, c'est quelqu'un, on a fait 400 coups ensemble. Hein, donc, voilà. Du coup, c'est un beau métis. Oui, c'est un beau garçon. C'est un tombeur de filles, je dirais même. Quand il a revenu avec ses belles voitures, il y avait toujours 2-3 nanas dans sa voiture. Il partait en vacances tout le temps avec des copines. Voilà, c'était quelqu'un qui aimait bien les femmes. Quand arrive l'adolescence, Maëva et Rodolphe font une idylle qui tout de même va durer près d'1 an et demi. Elle a 15 ans, il en a 17. Alors Rodolphe, elle était très amoureuse de lui, hein. C'était une passion, c'était passionnel, c'était son premier amour. Mais bon, pour elle, c'était pas un garçon avec qui elle voulait faire sa vie parce que en fait, il était apparemment infidèle. Et ça s'est terminé tout doucement, justement, ils étaient amants et maîtresses. Mais c'était bien avant Alan. L'avantage d'habiter dans un village, dans ce joli Vexin, hein, c'est qu'on garde toujours les amis d'enfance. Ça peut être aussi un inconvénient, c'est qu'on reste toujours en relation les uns avec les autres. En fait, quand je me suis mis avec Maëva,
donc du coup en 2009, Rodolphe n'a pas du tout apprécié que Maëva est un compagnon officiel. En fait, l'image de Maëva hante encore Rodolphe, qui pourtant a une autre petite amie. Il va essayer de reconquérir Maëva en lui envoyant notamment des SMS qui sont au départ équivoques et qui deviennent de moins en moins. Il souhaitait la voir, il souhaitait la rencontrer. Voilà, c'était pas des messages vraiment assez directs, mais moi du coup j'ai dit à Rodolphe de la laisser tranquille, que voilà, c'était pas possible, que j'étais avec elle, que qu'il n'y avait pas de raison que ça continue comme ça. Mais pour autant, Rodolphe s'accroche. Même la grossesse de Maëva ne le décourage pas. Elle m'avait parlé du fait que Rodolphe, sur le pont, avait voulu l'embrasser alors qu'elle était enceinte. Elle l'a repoussé, devant témoin en plus, hein, devant témoin. La naissance du bébé ne change absolument rien. Rodolphe, en couple avec Christelle, n'abandonne pas. Maëva et Alan décident alors d'agir. Alan va voir Rodolphe en lui disant « Il faut que tu arrêtes là, parce que c'est stupide, toi tu es avec Christelle, moi je suis avec Maëva, arrête ». Il y a une première altercation entre eux où là, Alan dit à Rodolphe « Si tu continues, ça va tout gâcher, quoi. Si tu continues, moi je vais montrer ces SMS à Christelle et ça se passera mal ». Lui ne pense pas que je vais le faire, envoie un dernier SMS très très tendancieux du coup, et là je vais voir sa compagne et je lui montre les SMS venant de Rodolphe, je lui montre les réponses de Maëva en disant laisse-moi tranquille, fais ta vie, reste avec ta compagne, etc. Et là, du coup, sa compagne décide de rompre tout de suite par téléphone avec Rodolphe. Et là, Rodolphe, le lendemain, était en déplacement et du coup, boit et fume beaucoup et décide apparemment de venir chez moi pour s'expliquer par rapport à ces SMS que j'ai montrés à sa compagne. Et fou de rage, il décide d'aller en découdre avec Alan. Il a pris un marteau et il est parti comme une balle. Il avait dit comme une balle, il est parti comme une balle au volant de sa voiture. Il est tellement hors de lui que les jeunes qui le voient passer, et là encore ça va très vite puisqu'on parle de village, tout le monde s'inquiète tout de suite. Et puis assez peu de temps après, on entend les pompiers, Christelle se rend sur place et elle constate qu'effectivement c'est Rodolphe qui est victime d'un accident mortel. Quand le SAMU arrive sur les lieux de l'accident, les secouristes découvrent Rodolphe gisant dans un champ qui borde la route. Il semble avoir été éjecté de son véhicule. Il décède quelques minutes plus tard, malgré les tentatives de réanimation. Les parents sont effondrés. La mère refuse d'admettre la mort de son fils. C'est à plusieurs centaines de kilomètres de là, en Loire-Atlantique précisément, que nous avons rencontré cette femme. La justice lui a ordonné de quitter la région parisienne avant son procès. Elle a accepté de nous parler pour la première fois, mais vous ne verrez pas son visage. C'est la dernière photo. Il était heureux comme garçon. Mais dans quelles circonstances, précisément, Rodolphe est-il mort ? 4 ans après les faits, Enda refait encore toute l'enquête, avec toutes les pièces du dossier cette fois, qu'elle a gardées précieusement, en cherchant désespérément une réponse, car ni l'enquête de gendarmerie, ni celle de la justice ne parviennent à la convaincre qu'il s'agit réellement d'un accident. Éjecté de sa voiture, un homme est décédé dans un accident de la circulation dimanche soir. C'est impossible. Mais moi, l'accident, je l'accepte si mon fils, on l'a trouvé sur la route ou dans sa voiture. Je suis d'accord. Mais à 22 mètres de l'autre côté, non. Il faut donner des explications. Parce que lorsqu'on voit le pare-brise, il est brisé mais intact. Pourquoi qu'on ne l'a pas trouvé dans sa voiture ou au bord de la route? Comment il a pu sortir? Comment il pouvait être projeté par où? Qu'on m'explique par où. Un accidenté, il ne va pas chercher à grimper et aller de l'autre côté à 22 mètres pour que personne ne le voie. Il va continuer tout droit au long de la route. Comme ça, la première voiture qui passe, elle verra. Pour appeler les secours. C'est louche, c'est pas clair. Il y a un homme
qui comprend d'où viennent les doutes de cette mère et qui s'interroge sur l'endroit où l'on a retrouvé le cadavre. Cet homme, c'est Maître Aguillon, son avocat. Comment est-ce que Rodolphe, qui vient d'avoir cet accident, avec le choc que ça suppose, peut sortir du véhicule, refermer la portière, franchir ce premier obstacle qui est la glissière de sécurité, arrive sur cette clôture de barbelés, franchit les barbelés, fait encore quelques mètres où il est retrouvé mort. Ça interroge forcément. Mais il y a un autre élément particulièrement troublant et qui n'a pas échappé à la maman de Rodolphe. C'est un élément qui, à ce jour, reste une énigme. Il y a une trace qui ne peut être que la ceinture. Le problème, c'est que la trace, elle est pas de côté conducteur, parce que si je suis dans ma voiture et je mets ma ceinture de sécurité, elle viendrait là. Et automatiquement, c'est là qu'est la trace. Si je suis passagère, c'est de l'autre côté. Plus l'airbag du côté passager, elle s'est déclenchée, mais ils disent ils ne comprennent pas qu'elle s'est déclenchée sans présence de quelqu'un. Mais donc ça veut dire que ce n'était pas lui qui conduisait ce soir-là ? On ne sait pas. Madame Berruet se rend bien compte, quand elle va voir son fils à la morgue, qu'il a une blessure au niveau de l'épaule droite qui descend comme ça sur le thorax, et ce qui pourrait expliquer qu'il était passager et non pas conducteur. Donc si on lui dit qu'il était tout seul dans la voiture, ça l'interroge parce que s'il est tout seul, il est forcément conducteur et il n'est pas passager. Or, il a une blessure qui s'apparenterait à une blessure d'un passager. D'où la question. Rodolphe aurait-il cédé le volant à un autre conducteur ? Impossible, selon les conclusions de l'enquête, conclusions que voici. Les amis d'enfance de Rodolphe ont vu passer à 2 reprises Rodolphe au volant de sa Peugeot 406 à une vitesse anormalement élevée en ville. Ils ont précisé qu'il était seul à bord. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Vitesse excessive ? Je pense que oui. Mais normalement, il était raisonnable dans sa conduite. Pourquoi est-ce qu'il conduisait vite ce soir-là ? Moi-même, je ne le comprends pas, je ne sais pas. Il n'y avait pas urgence. Hein. Si c'est pour aller voir quelqu'un, il n'y a pas besoin de... Ou alors, il a pris la fuite, il a peur de quelqu'un aussi. Est-ce qu'il n'était pas poursuivi ? Alors, on va lui expliquer que... On a retrouvé des traces de freinage, que ces traces manifestement témoignent d'une vitesse excessive. Il va y avoir une expertise pharmacotoxicologique qui va révéler qu'il avait un peu moins d'1 gramme d'alcool dans le sang. On va retrouver une bouteille de whisky vide dans le véhicule. C'est pas suffisant. Pour une maman, c'est pas suffisant, et c'est d'autant moins suffisant que ab initio, le parquet, qui va le regretter par la suite, ne va pas ordonner d'examen médico-légal, d'autopsie sur la dépouille de Rodolphe. Finalement, la justice, pressée par la mère de Rodolphe, ordonne de lourdes investigations pour que la lumière soit enfin faite. Étude de la téléphonie, expert en accidentologie, recherche ADN pour déterminer si Rodolphe était bien seul à bord, mais les conclusions sont sans appel, il s'agit bel et bien d'un accident. Mais le mal est fait. Cette maman, écrasée de chagrin, reste persuadée au fond d'elle-même que son fils a été tué, et elle va progressivement instiller le doute dans l'esprit de son époux. Les parents de Rodolphe vivent cloîtrés chez eux. Ils s'enfoncent, semaine après semaine, dans un engrenage fatal. Maître Philippe Louis, qui défend l'accusé, explique comment l'obsession de l'épouse a contaminé son client. La femme vit en recluse, dans le salon. Elle l'a transformé en espèce de chapelle ardente avec des bougies partout. Comme si le culte de son fils, elle le vénérait, elle le pratiquait tous les jours.
Elle a fait plus fort, si je peux me permettre de dire les choses de cette manière-là. C'est qu'elle a même affirmé qu'elle parlait avec son fils, au point que mon client est allé percer la tombe pour pouvoir enregistrer ce qui se passait en dessous. On n'est plus dans un monde normal. Et dans ses aveux, Alain Berruet décrit l'ambiance. Pour ma femme, depuis le début, elle pense que c'est un crime. Et moi, à plusieurs reprises, je lui ai dit « Rodolphe a dû rouler trop vite, boire et louper le virage ». Elle ne voulait pas m'entendre dire ça. Ça la mettait hors d'elle. Avec elle, je ne savais plus où j'étais. Je devenais fou. Une folie qui les pousse à chercher un coupable à tout prix. Et puis, ils ont appris cette histoire de SMS. Et surtout, le fait que Rodolphe était furieux à cause de ça. Toute la haine s'est répercutée sur Maëva et Alan. Alors, les parents de Rodolphe vont s'en prendre une première fois au jeune couple. Il y a une agression, une altercation devant la supérette de Brélu, où elle sort du cimetière. Enda s'en prend à Maëva, la plaque contre la voiture. Elle lui dit qu'elle va souffrir et qu'elle va le payer comme eux souffrent. On part à la gendarmerie faire une déposition de plainte parce que pendant cette altercation-là, il y a eu des menaces de mort. Voici la plainte de Maëva. Madame Berruet a commencé à me dire que j'avais la belle vie et que nous avions envoyé son fils au cimetière. Elle m'a dit de compter mes jours, car je serais la prochaine sur la liste, et qu'un accident est vite arrivé. Ils nous ont menacés de mort et qu'on allait y passer. On pourrait imaginer que cette plainte à la gendarmerie freinerait la folie du couple. Eh bien, absolument pas. Bien au contraire. Vivre dans une ambiance au terme de laquelle tous les jours il vous est répété que oui, probablement il a été supprimé, le fils, et que, en qualité de père, c'est quand même à lui de faire quelque chose à cet égard. Et donc, ce rôle de justicier, Alain Berruet va l'endosser pleinement. C'est lui, et lui seul, qui vengera la mort de son fils. Et 2 mois après, peut-être 1 mois avant le meurtre de Maëva, il y a une altercation qu'avec Alain Berruet, où il nous dit clairement qui va nous faire payer pour le meurtre de son enfant, qui va nous assassiner, qui ne se salira pas les mains, qui a de l'argent, qui a des contacts. Voilà, et beaucoup d'insultes. 8 mois après la mort de son fils, le père de Rodolphe passe à l'acte. Il se rend chez Alan et Maëva et ne trouve que la jeune maman, endormie aux côtés du petit Lorenzo. Maëva s'est retrouvée prise au piège dans une chambre d'où elle n'avait aucune issue, face à quelqu'un qui était dans une fureur dévastatrice. Voilà ce qui ressort de la scène de crime. Reste à déterminer le rôle de l'épouse. Le soir du crime, elle aurait intimé l'ordre à son mari de se débarrasser du sac de Maëva, un délit pour lequel elle est poursuivie. Votre procès, c'est dans quelques jours. C'est pas mon procès, c'est leur procès. Mais je suis obligée d'y aller. Bon, moi, j'ai rien à faire dans cette affaire. Ça ne me concerne pas. On me rapproche ce sac à main, mais n'importe qui, on lui emmène un sac comme ça d'une personne qu'on connaît. Et en plus, il y a eu un malentendu entre moi et Alan, puis il y a eu une plainte. Bah, c'est du vol. Si on trouve ça chez moi, c'est du vol. 3 mois après cette nuit-là, il est chez les gendarmes. Oui. Et il dit que ce soir-là, quand il est rentré, il vous a dit « c'est fait, c'est Maëva ». C'est un menteur. De toute manière, je ne l'ai pas entendu. Tout ce que j'étais droit au but. Je regardais le sac, je l'ai ouvert. J'ai eu ma petite démerde avec ça. Hop, tu vires. Comment vous comprenez qu'il ait dit à votre mère « je l'ai fait pour ma femme » ? Aucune explication. Aucune. Je ne lui ai rien demandé. Et vous ne l'avez pas vu venir du tout ? Vous n'avez pas du tout vu ? Non. C'est sa folie à lui. Je ne l'ai pas vu arriver. Il a dû perdre la tête. Il y a eu un déclenchement, il a dû perdre la tête. Et on me rapproche ça. Mais... Vous avez peur ? Non, pas du tout. Ils ne vont pas me faire porter le chapeau pour quelque chose que j'ai jamais imaginé, qui ne m'a jamais traversé l'esprit.
C'est à présent au juré de trancher. Au dernier jour, la tension est visible et palpable. Dans les heures qui viennent, la cour d'assises va rendre son verdict. Pour l'assassinat de Maëva, Alain Berruet encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Enda, désormais divorcée de son mari, semble, elle, plutôt inquiète de son propre sort. Et là, tout à l'heure, elle a dit je risque 3 ans et tout ça. Là. Ah bah ça, je vous l'avais dit, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise, c'est Alain Berruet, vous le saviez. Je risque 3 ans, là. C'est la peine maximale, c'est le plafond. C'est la peine maximale en cours. Oui, alors, c'est-à-dire j'irai en prison? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'au maximum, vous risquez ça. Ouais, bon. J'espère que je rentrerai chez moi quand même. Hein. Dans le box, l'accusé refuse d'admettre qu'il a prémédité son crime. C'est une défense qui choque jusque sur les bancs de la presse judiciaire. Il se montre arrogant, il se montre magouilleur et menteur, cynique par moments. Il n'est absolument pas dans le repentir. Et quand on en est là, il semble-t-il en tout cas, il vaut mieux tout reconnaître en expliquant qu'on était au bout, qu'on a vu rouge, qu'on était au bout du rouleau parce que la mort de cet enfant a complètement tout bouleversé, que le couple qui partait en déliquescence a tout bouleversé aussi, et qu'à un moment donné, il a perdu les pédales, et qu'il était convaincu que cette femme, que ce gamin, Alan, était responsable de la mort de son fils, et qu'aujourd'hui, il a enfin compris que, mais il ne peut pas le dire parce qu'il n'a toujours pas compris. Quant à Enda, eh bien la justice a choisi de ne pas se prononcer sur son rôle éventuel de pousse au crime. Cette femme qui croit elle-même qu'elle est poursuivie pour complicité, alors qu'elle n'est pas poursuivie pour complicité, mais même elle, dans sa tête, elle est poursuivie pour complicité. Cette femme, elle s'est servie de son mari comme d'un bras armé. Cette femme, elle a mis son mari sous pression. Cette femme, on a vu dans cette audience, on a vu qu'elle était capable de jeter des regards noirs, elle était capable d'enjoindre à son mari de dire ci ou ça. Cette femme s'est enferrée aussi dans ses mensonges, dans son orgueil. On sent qu'ils sont tous les deux totalement dénués de culpabilité. D'ailleurs, elle a dit « je vois pas ce que je fais là ». 22h, c'est l'heure du verdict. Le mari est condamné à 20 ans de prison pour assassinat. Son ex-épouse écope de 2 ans avec sursis pour avoir demandé à son mari de détruire une preuve, en l'occurrence le sac de Maëva. Eh ben, le verdict n'est pas juste. C'est tout. Et là où son avocat avait tort, c'est qu'il mériterait de mourir en prison. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On n'est pas content, c'est tout. Mais on peut rien y faire. Vous n'êtes pas satisfait de cette décision? Par rapport à la justice, oui, mais c'est pas la mienne. Je vous en dirai pas plus. Non. Les 2 condamnés n'ont pas fait appel de la décision. Le verdict est donc définitif. De Maëva, il ne reste que des souvenirs, des photos, des vidéos. Il reste aussi la voix d'une mère de famille comblée, sur la plage. Tu viens, maman? Hé, Lorenzo? Viens, maman. Viens. Non, non. Ah non, ah non. Viens me faire un câlin. Un câlin, maman? Eh? Après la mort de sa mère, Lorenzo a été suivi par un pédopsychiatre. Jusqu'à présent, il se porte bien.